On ouvre la première page de ce 21-23 consacré à l'espionnage sur le terrain en France, en Europe aussi qui s'intensifie. 4 personnes ont été mises en examen en France. Elles étaient sous le radar des services de renseignement français depuis plusieurs mois. Elles sont accusées d'intelligence avec une puissance étrangère. Je vous disais la Russie pour ne pas la nommer. En tout cas, on va parler de cette recrudescence de l'espionnage et de la guerre d'espionnage sur notre continent. Il y a un petit peu quand même des airs de 007 et de John le Carré, mais vous allez voir, tout cela est quand même très sérieux et bien réel. On va en parler justement avec vous, Sergueï Girnov. Vous êtes auteur franco-russe, ancien officier du KGB, auteur de L'éclaireur, prix Transfuge, meilleure poche 2025 aux éditions Talendier. Incroyable histoire. Je lis justement le mémo de votre livre, du recrutement à la formation, l'histoire vraie du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration française. Vous nous éclairerez sur ce qui se passe peut-être aujourd'hui en 2025. Cyril Gélipter, bonsoir, docteur en histoire et expert en renseignement. Et puis Clément Renaud, bonsoir, chercheur en renseignement, guerre et stratégie à l'IRSEM et enseignant à Sciences Po Paris. Alors, on va donc en discuter avec ce qui s'est passé ces tout derniers jours. 4 personnes arrêtées, elles étaient sous le radar, je vous le disais, des services de renseignement français. Éric Pelletier nous raconte cette histoire et on en parle juste après, regardez. Est-elle une espionne russe ou une femme engagée dans l'humanitaire ? Anna Novikova, une franco-russe de 40 ans, est au centre d'une affaire d'État entre Paris et Moscou. Soupçonnée par le contre-espionnage français d'avoir tenté de déstabiliser notre pays et de récupérer des secrets industriels, elle dort désormais en prison. À son côté, cet autre Français, lui aussi mis en examen. Officiellement, Anna Novikova est une humanitaire. Sur ces images, diffusées par son association, l'aide distribuée aux populations russophones du Donbass. À Pau, siège de son association, ceux qui l'ont accompagnée n'en reviennent pas. Je suis très étonnée. On n'a jamais eu de parler de politique, si vous voulez. Il n'y avait jamais de question de politique ou quoi que ce soit. C'était vraiment la question d'aider aux civils. Mais pour les agents de la DGSI, SOS Donbass était une couverture pour des activités de déstabilisation. Comme ces manifestations organisées devant des sites d'armement à Tarbes, à Roanne ou devant la préfecture de Pau. Anna Novikova aurait surtout approché des responsables de sociétés sensibles. Dans une émission d'un média pro-Kremlin, elle affiche clairement ses convictions. Сейчас на территории врага. Мы соотечественники, бывшие выходцы СССР. Территории врага во Франции. Во Франции, в Европе мы объединили несколько стран, которые активно защищают Донбасс. Écoute, filature, l'enquête ouverte en janvier dernier vise aussi Vincent Perfetti, un militant indépendantiste corse qui gravite dans un cercle de motards fondé en Russie et proche de Vladimir Poutine, les loups de la nuit. Vincent Perfetti conteste agir pour le compte de la Russie. Dans les filets de la justice, un autre homme, un Russe de 40 ans soupçonné d'avoir collé des affiches sur l'Arc de Triomphe avec ce slogan. Il aurait agi sur ordre d'Anna Novikova. Il est lui aussi incarcéré, mesure disproportionnée pour son avocat. Ok, je vais aller en salle de montage. Je trouve ça choquant, je trouve ça inquiétant qu'aujourd'hui en France, on puisse se retrouver en prison pour avoir collé des affiches. Les suspects risquent jusqu'à 15 ans de prison. Alors pour ouvrir le débat ou plutôt l'analyse, on va juste préciser à nos téléspectateurs, tout cela est intéressant, ça peut être inquiétant, ça peut être passionnant, mais en tout cas, c'est pas non plus nouveau. On va pas jouer les naïfs. Sergueï, c'était votre mission il y a quelques décennies. Oh, oui, tout à fait. C'était ma mission à la sortie du URSS. En fait, au moment où l'URSS se disloquait, que le KGB disparaissait, la nouvelle Russie apparaissait. Mais bon, vous savez, le SVR, le service des renseignements politiques de Poutine, a repris exactement le même bâtiment avec les mêmes personnes. Donc en fait, et Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, vers déjà 2010, il a multiplié par 2 les bâtiments sur ce site du SVR à Yasenevo. C'est pour vous dire que non seulement il n'a pas cessé de cette activité d'espionnage, mais il a augmenté par 2 en chiffre absolu.
Et comme la Russie ne représente que la moitié du RSS, en réalité, en chiffres relatifs, c'est par 4 la puissance d'espionnage en Europe occidentale, dont la France. Cyril Geliter, on disait que c'est pas nouveau. Au passage, toutes les puissances, la France fait la même chose aussi à l'étranger. Mais est-ce que là, on sent quand même, et puis on va entrer dans le détail après avec d'autres exemples et d'autres extraits de reportages, mais est-ce que là, quand même, pour faire suite à ce que disait Sergueï, on sent qu'il y a vraiment une accélération, une intensification de cette guerre d'espionnage sur le sol français et européen? L'intensification, ça fait déjà des années qu'on en parle. Déjà au début des années 2000, on parlait d'un espionnage russe qui est beaucoup plus intense qu'à l'époque de la guerre froide. Plus intense que durant la guerre froide. On l'évoquait déjà au début des années 2000. C'est ce que je vous disais. Déjà au début des années 2000, c'est ce que la presse apportait. Alors ensuite, c'est difficile de dire dans quelle mesure, comment on mesure l'intensité. Est-ce que c'est parce qu'avant, il faisait, je ne sais pas moi, 30 tentatives de recrutement par an en France et que là, ce serait passé à 45? Du moins, les cas détectés, c'est assez difficile de le mesurer. Mais oui, ils avaient augmenté les tailles, ça c'est pour le SVR, ils ont augmenté les tailles des bâtiments. Ils avaient des photographies satellitaires, c'est sorti dans la presse il y a quelques années. Là, depuis 2022, ils ont un peu changé de méthode, entre parenthèses. Beaucoup plus de contrôle de Moscou pour des personnes qui vont déposer, par exemple, les cercueils sous la tour Eiffel ou bien les mains rouges. J'avais eu assisté justement au procès des mains rouges. Clément, on va en parler des mains rouges dans quelques minutes. Mais par contre, je crois comprendre aussi que vous avez toujours des membres des services russes qui sont en poste en ambassade, y compris chez nous. Et vous avez des pays qui... La Hongrie n'a pas expulsé, soit dit en passant, quand il y a eu la vague d'expulsion. Autre chose aussi à noter, du point de vue de l'activisme. Primo, ça reste une priorité pour les services secrets français, y compris le contre-espionnage. Mais surtout, on a expulsé du monde, nous avons expulsé du monde en 2022, très bien. Mais du coup, ça fait créer un appel d'air pour les petits jeunes issus de l'académie du SVR qui doivent parfois attendre des années avant d'avoir un poste à l'étranger. Et là, il y a des postes ouverts. Donc, potentiellement, ils ont très bien pu remplacer une partie du personnel déjà. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent, donc SVR, parce qu'il y a eu le KGB... Extérieur. Et SVR, parce qu'on entend parler du FSB aussi, non, SVR, FSB, c'est quoi? SVR, renseignement extérieur, politique, économique, scientifique et technique. GRU, renseignement militaire. Le FSB, c'est un conglomérat. C'est la sécurité intérieure. On pourrait penser la DGSI, non. C'est beaucoup plus, parce que vous avez dedans les gardes frontières, donc notre police frontière, le contre-espionnage militaire, chez nous, c'est la DRSD, ils ont leurs magistrats instructeurs, leurs unités d'élite, ils ont des branches renseignement, enfin, ils ont au total 4 branches au minimum qui font du renseignement extérieur. Alors que nous, on a que la DGSE qui fait du renseignement extérieur. La DGSE et la DRM, et le renseignement militaire. Et le renseignement militaire, d'accord. Sur ce qui a été dit, juste pour que nos téléspectateurs comprennent, en ambassade, il y a aussi donc, des officiers de renseignement, mais nous, pareil, nos ambassades françaises à l'étranger ont souvent un officier de renseignement. C'est le nombre qui diffère. C'est quelque chose qui est acté entre puissances. C'est là une question de nombre. Alors, en fait, il y a 2 types d'officiers de renseignement. Il y a les officiers de renseignement qui sont effectivement placés en poste à l'étranger, déclarés auprès des autorités. Et puis, il y a des officiers sous couverture qui ont vocation à mener des opérations de nature clandestine au nez et à la barbe des services de contre-espionnage des pays dans lesquels ils opèrent. Là, ce à quoi on a affaire, c'est que, effectivement, à la suite d'abord de Skripal en 2018, puis de l'invasion à grande échelle en 2022, tout un ensemble de personnels, d'officiers traitants russes ont été expulsés et renvoyés en Russie. Voilà, environ 800 personnes. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les services russes, c'est de reconstituer des capacités opérationnelles dans les services européens. La difficulté, c'est d'avoir des accréditations aussi. Effectivement, comme le disait Cyril, il y a toute une génération effectivement qui peut prétendre à partir à l'étranger, mais encore faut-il avoir ces accréditations. Donc à défaut d'avoir ces accès par des voies normales, eh bien les services russes, que ce soit le GRU, le FSB ou le SVR, capitalisent sur d'autres types de structures et des réseaux qui sont effectivement ceux qu'on constate là, qui peuvent à la fois mener des opérations d'espionnage, comme c'est le cas dans cette affaire, mais aussi de subversion ou de sabotage, comme on a pu le voir dans d'autres pays européens. Alors justement, vous parliez des autres pays européens. Avec Camille Plaisant, notre journaliste, on a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est joué ces dernières années en Europe, pas nécessairement en France, avec certaines affaires spectaculaires, notamment en Suède. On regarde tout ça en images et vous nous expliquez juste après. Ce soir-là, ils sont accueillis en grande pompe par leur président Vladimir Poutine. Anna Doultseva, Artyom Doultsev viennent d'atterrir en Russie. Leurs enfants, qui se pensaient de simples citoyens argentins, viennent de découvrir que leurs parents étaient en fait de redoutables espions russes.
Une histoire inventée de toutes pièces par le couple, avec la complicité de la Russie. Pendant près de 5 ans, les espions russes avaient élu domicile ici, dans une zone pavillonnaire de la capitale slovène. Une petite vie discrète, sans histoire, celle d'une famille modèle. Le couple y vivait avec des passeports argentins, sous une fausse identité. Derrière cette façade se cachait en réalité une mission d'espionnage pour le compte des services russes. Ils avaient été libérés en échange de prisonniers occidentaux. Un contrôle permanent de soi pour maintenir l'illusion d'une identité fabriquée. C'est aussi l'histoire d'un universitaire brésilien arrêté en Norvège en 2022. José Assis Diamaria était en réalité un espion russe et a été arrêté après être arrivé en Norvège sous de faux prétextes. Il aurait collecté des informations sur les stratégies de défense norvégiennes, notamment dans la zone arctique. Il faisait partie des espions russes qui ont été renvoyés vers la Russie en août 2024. 2 histoires qui appartiennent à un schéma global, l'utilisation d'agents par la Russie sous très longue couverture pour espionner l'Europe. 2 histoires qui ne sont pas isolées. Quelques mois avant l'arrestation du couple russe en Slovénie, la Suède avait arrêté en novembre 2022 un autre couple d'une 60aine d'années, soupçonné d'activités illégales de renseignement aggravées contre la Suède. Oui, on se rappelle d'ailleurs du raid, je crois, impressionnant de la police suédoise sur la maison, la résidence de ce couple. Là, on est vraiment dans les histoires de films et on est dans les romans. Bon, votre vie est un roman, Sergueï. Alors, ma vie est un roman, mais ma vie de roman est derrière moi, donc je suis plus en activité. Mais on voit la différence, c'est qu'en fait, les illégaux, par exemple, on pensait que c'est un truc qui allait disparaître complètement. Et en réalité, non. Poutine a repris ça, et donc au contraire, c'est même les illégaux, c'est les clandestins qui n'ont pas la couverture. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le drapeau russe. Ils ne se couvrent pas avec le drapeau russe, mais ils jouent les étrangers, comme c'est ce couple soi-disant argentin en Slovénie, ou ce Brésilien. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate, c'est qu'ils utilisent beaucoup les couvertures d'Amérique latine, parce que c'est assez loin. C'est les pays qui sont considérés en Europe et partout dans le monde, en général, comme des pays amicaux, pas forcément engagés, et donc c'est une belle couverture où c'est très facile d'acheter le document, et c'était très difficile de les comparer, de les faire tomber en quelque sorte. Donc, mais en même temps, vous avez les nouvelles techniques, ça veut dire que les Russes recrutent aussi ce qu'on appelle les agents jetables, en fait. Ça veut dire que c'est les gens qui n'ont aucune formation, quasiment. C'est les gens qu'on recrute souvent sur les réseaux sociaux contre une toute petite rémunération. Ça, vous savez, les gens qui ont déposé les cercueils, les fameux cercueils pendant les Jeux Olympiques, ou la veille des Jeux Olympiques à Paris, ces Moldaves ou Ukrainiens, en Allemagne, des Bulgares, ils étaient payés $40 de la journée. Oui, mais là, c'est pas le même cas. Là, quand on voit ce couple, non. Là, c'est vraiment, j'allais dire, c'est la série des Americans. Les illégaux, c'est 5 ans de préparation minimum individuelle. Ça veut dire que c'est pas en groupe. J'ai été dans le service des illégaux de l'Union soviétique, en fait, du KGB. Donc, en fait, c'est ce service-là qui a repris. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que vous imaginez, il faut construire la légende. Il faut que ces gens parlent la langue étrangère comme leur langue maternelle, ou avec un léger accent qui est explicable par d'autres trucs. Mais surtout, ils n'ont aucun rapport avec les ambassades, donc ils ne sont pas surveillés. Et tant qu'ils ne commettent pas d'erreur, ou s'ils ne sont pas dénoncés, on ne peut pas les Est-ce que l'ambassade, en l'occurrence là, l'ambassade de Russie en Slovénie ou en Suède, est-ce qu'elle est forcément au courant? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, mais vous avez généralement dans les Rezentura, par exemple du SVR, une ligne N illégaux, donc une personne qui est chargée de maintenir le contact avec les illégaux, mais il n'a pas tous les détails loin de là. Et parfois, on va juste lui dire, tu vas déposer un petit message ici parce que l'illégal, il a besoin qu'on lui donne des instructions. Les illégaux détestent cette ligne-là parce qu'en fait, c'est par elle que la police arrive, ou le contre-espionnage arrive vers les illégaux. Parce que tant qu'ils sont en autonomie, ils sont indétectables. Et c'est justement ces contacts, quand on leur passe de l'argent, quand on leur passe du matériel, parce que parfois, il faut utiliser la poste diplomatique pour les approvisionner. Et c'est là où on peut les cueillir. Mais il y a autre chose aussi. Je ne sais pas par quel moyen, mais les services de contre-espionnage ont appris en fait à les dénicher.
parce que il y a un autre faux brésilien qui est arrivé aussi en Hollande. Vous savez, là où il y a la Cour pénale internationale. Et donc, en fait, elle a été cueillie à l'aéroport. On lui a dit clairement tout de suite qu'il était un espion. On l'a pas laissé rentrer. On l'a renvoyé au Brésil. Et au Brésil, elle a été jugée déjà pour l'usurpation d'identité. Il faut savoir que les illégaux, d'abord, ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire que ça existait sous Helsinki. Nous en avons eu un cas. Boris Yeltsin, oui. Oui, c'est en 96 au Canada. Vous avez des illégaux qui se font attraper. Vous avez eu en 92, je crois que c'était en Finlande, qui faisaient passer pour des Britanniques. Tout le problème sur l'activité des services russes, et c'est ça qui rend très difficile de juger, nous parlons des opérations qui ont été détectées, des personnes qui ont été prises. Quid des personnes qui n'ont pas été détectées, qui n'ont pas été prises. Comme je le dis, j'ai eu à examiner les archives Mitrokhin. Je voyais l'ampleur. Alors, rappelez pour nos téléspectateurs, oui. Archive Mitrokhin, c'est quoi ça? Alors, c'est un ancien du KGB qui avait noté pendant plus d'une dizaine d'années tout ce qui lui passait sous la main. Il travaillait aux archives du renseignement extérieur du KGB. Il s'est enfui ensuite en 92 à l'ouest avec ses archives qui étaient accessibles au public. Elles le sont toujours, mais en partie seulement. Et vous voyez l'ampleur des opérations. Vous comprenez que aujourd'hui, je reste persuadé que les services russes ont toujours des taupes bien placées. La question, c'est où, depuis quand, quel dégât a fait. Et je suis certain qu'il y a plein d'opérations des services russes que nous n'avons toujours pas détectées. Sur les agents jetables, je voudrais juste compléter aussi. C'est une mode qui est apparue avec la guerre de 2022, c'est-à-dire que je la vois des deux côtés. Je la vois côté russe comme du côté ukrainien. Ah si, Clément, je suis désolé. Côté ukrainien, je te donne un exemple. Quand tu as eu l'assassinat avec la mobilette piégée, la trottinette piégée d'un général, ensuite, si j'en crois ce que disaient les Russes, la personne devait être exfiltrée, celle qui avait posé la trottinette, pas d'exfiltration, donc il s'est fait choper. Et côté russe, ils font pareil, c'est-à-dire que je vois des cas de personnes, alors déjà, les cercueils sous la tour Eiffel, mais même en Ukraine, pareil. Je vois des cas, à travers les jugements ukrainiens, de personnes qui se font toper par le SBU ukrainien assez rapidement. Par les services de renseignement ukrainiens. Voilà. Très rapidement, parfois au bout d'un mois, ils ont transmis des infos, ils utilisent Telegram et boum, ils se font prendre. Donc là, on parle de la technique, j'allais dire, des agents jetables parce que ça coûte moins cher que de former, recruter, comme disait Sergueï, pendant 5 ans, un futur couple qui va s'installer et mener une vie innocente en apparence. En fait, les deux fonctionnent de manière concomitante. C'est-à-dire que les programmes d'illégaux ont toujours existé, ils n'ont jamais disparu avec la chute de l'URSS, et ils ont continué d'être renforcés même après la chute de l'URSS, et c'est sans doute un des éléments qui est passé sous les radars des services de contre-espionnage occidentaux, avec la centralité de la guerre contre le terrorisme, qui a davantage porté l'effort sur la traque des djihadistes et des réseaux terroristes, davantage que vers la menace russe, alors que ces réseaux continuaient d'exister sous couverture lourde et profonde dans le cadre des illégaux. Sur les agents jetables, en fait, oui, ça a été très largement augmenté et accru en raison de la guerre en Ukraine, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte d'accès, en fait, et la perte d'officiers traitants directement sur les territoires européens. Mais en réalité, cette question, en fait, du mode opératoire des services russes est déjà, avant même la guerre de 2022, à l'œuvre dans la nature, disons, plus complexe, ou en tout cas plus facile à détecter des opérations menées par les services russes. On pense notamment à l'affaire Skripal, dont, même si c'était des officiers... Alors, rappelez pour nos téléspectateurs, donc Sergueï Skripal. Donc Sergueï Skripal était un défecteur des services de renseignement russes qui, à l'occasion justement des échanges d'espions entre Russes et Américains, a été envoyé chez les Britanniques pour lesquels il avait travaillé, et qui a fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement dans la ville de Salisbury en 2018, et les officiers du GRU qui ont mené cette opération ont été assez rapidement détectés. Ils ont laissé des traces sur des caméras vidéo, ils ont jeté le poison dans une poubelle qui ensuite a conduit à l'empoisonnement d'autres personnes. Donc en fait, ce mode opératoire un petit peu reckless, un petit peu amateur, précède en réalité la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, ces modes opératoires se développent, et l'absence d'accès direct à la capacité de recrutement pour des moyens d'espionnage, mais aussi, parce que là, si on parle d'espionnage, on parle aussi, dans ce cas-là, d'opérations de subversion, c'est-à-dire de coller des stickers, de faire de la propagande. Cette dimension-là s'est renforcée depuis la guerre en Ukraine, mais par des modes opératoires qui, aujourd'hui, effectivement, recourent à des tiers, à des individus qui ne sont pas directement formés par les services, mais sur lesquels ils capitalisent pour mener ces opérations. Alors, juste, on va finir de parler de ce qui se passe en Europe avant de revenir en France. On a retrouvé un reportage il y a quelques mois absolument passionnant de nos confrères de France 24, de Roméo Langlois,
qui avait tourné justement en Suède, à une centaine de kilomètres de Stockholm, à côté d'un aéroport qui est utilisé par l'armée de l'air suédoise, où une mystérieuse église orthodoxe s'est construite et visiblement les Russes se serviraient aussi de la religion orthodoxe pour justement infiltrer la Suède, hein, donc un pays de l'Union européenne. On regarde un extrait de ce reportage et vous me dites ce que vous en pensez. À l'abri des regards, une mystérieuse église orthodoxe a récemment été inaugurée. Elle est entourée de grillages. Attention, chien méchant. C'est bien surveillé ici. Tout ça n'est pas très clair. Cet élu d'opposition veut faire fermer l'église. Il en va, dit-elle, de la sécurité nationale. Elle est trop proche de l'aéroport. C'est le principal problème. Voilà des années que l'église suscite des inquiétudes. La Russie tisse sa toile en utilisant des outils religieux dans des zones stratégiques. L'église est très proche de la piste d'atterrissage et du terminal, 250 mètres environ. On ignore ce qu'il y a dedans, il n'y a que des spéculations. Je ne connais personne qui soit entré dans cette église. Elle pourrait servir à stocker les armes. Elle pourrait être utilisée par des forces spéciales. Et rien n'indique que la Russie ne se servirait pas d'une installation comme celle-ci en cas de guerre. Ces allégations sont ridicules. La Russie n'a aucune intention d'attaquer la Suède, ni militairement, ni de quelque manière que ce soit. Les Suédois sont très bons pour inventer des fantasmes en tout genre. Voilà, reportage de Roméo Langlois et son équipe pour France 24, c'était en juillet dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, pareil, j'allais dire ça, il y a régulièrement des exemples comme ça, ou est-ce que... quand même, ça pose question sur le sol européen. Il n'y a rien de nouveau, il y a juste l'ampleur qui grandit, parce qu'en fait, l'Église orthodoxe, même sous le temps de Staline et de l'Union soviétique, avait une branche extérieure, et cette branche extérieure, d'ailleurs, le patriarche actuel, Cyril, était directeur du renseignement extérieur de l'Église orthodoxe. Il était en Suisse. L'Église orthodoxe a un service de renseignement. Bah oui, ils ont un service d'espionnage. Je crois que le Vatican a aussi ses antennes de renseignement. Ils n'ont pas... Structurellement, le Vatican n'a pas de service de renseignement. L'Église orthodoxe a le département international de RPC, de patriarcat de Moscou, et Cyril était le représentant du patriarcat de Moscou en 1970-74, et donc c'était sa première mission à l'étranger. Et n'importe quelle paroisse russe de l'Église orthodoxe de Moscou est un nid d'espions. Et là, on revient à la première information que nous avons eue au lancement de notre plateau, c'est qu'ils utilisent en fait les choses vers lesquelles les gens vont naturellement. Ça veut dire les gens, c'est les beaux bâtiments, il y a des services, donc il y a de la musique, il y a des chants, c'est joli. Les gens veulent peut-être découvrir aussi une sorte d'orthodoxie, donc de la foi chrétienne différente. Et là, ils sont accueillis par les espions comme par les associations culturelles, comme par les associations humanitaires. Donc, il faut se méfier, sans tomber dans le paranoïa, il faut se méfier quand même de tout ça. Et cette église-là, personnellement, bien évidemment, je voyais Cyril qui bouillonnait en regardant que cette église, c'est un dépôt d'armes, etc. Bien évidemment, là, ce sont des spéculations. Mais le problème, c'est que l'église, c'est un lieu ouvert. Quand vous voyez une église complètement fermée, où il n'y a personne, où il y a les grillages, où il y a les chats méchants, etc., vous posez la question, c'est quoi cette église ? En fait, il faut penser ces structures et la relation d'abord entre l'Église orthodoxe et l'État russe, notamment dans son évolution dans le cadre de la présidence de Poutine, comme s'étant d'abord renforcée
et du point de vue des services de renseignement et du point de vue de la projection de l'État russe à l'étranger aussi, comme des structures d'accès à des personnes, comme des structures de contact et comme tout un ensemble de moyens de projection pour opérer tout simplement à l'étranger. On parlait des ambassades tout à l'heure, ce sont des lieux officiels, les services de contre-espionnage des pays dans lesquels elles se trouvent suivent les personnes qui sont soupçonnées ou en tout cas suspectes d'appartenir aux différents services de renseignement. Donc ces structures en fait qui sont indirectement liées à l'État, mais qui sont connues par les services de renseignement comme étant liées ou susceptibles d'abriter un certain nombre de personnels, constituent néanmoins des moyens de projection de la puissance russe à l'étranger et des moyens opérationnels sur lesquels il est possible de capitaliser. En préparant l'émission, on voyait que même l'Église orthodoxe de Paris, lors de ces inaugurations, il y avait eu des rumeurs, en tout cas, ou des interrogations. Aucune confirmation. On a parlé par exemple des bulbes. On a par exemple parlé des bulbes, vous savez, en oubliant, c'est une entreprise française qui les a construits, située à Vannes. Bon, je me demande quand est-ce qu'on aurait mis, je ne sais pas, des équipements d'espionnage dans les bulbes. Et puis je suis désolé, si on installe un dispositif pour capter, ça peut être détecté. Personne n'évoque. Alors ça, c'était Paris. Vous voulez réagir sur le documentaire, je suis désolé, était très décevant parce que beaucoup de spéculations. Alors, il est exact que les services russes ont effectivement utilisé parfois des religieux qui étaient recrutés par les services russes durant la guerre froide. Vous pouvez avoir des officiers traitants qui vont être sous couverture de l'Église orthodoxe, c'est vrai. Ensuite, que cette église soit installée près d'une base de l'armée, oui, c'est sans doute un moyen peut-être d'espérer avoir des contacts avec l'armée, peut-être éventuellement recruter. Oui, c'est tout à fait possible. Mais le reportage, je suis désolé, j'étais déçu. J'étais très déçu. On nous sort des histoires. C'est extrait, c'est un long reportage. Ouais, j'espère qu'il est mieux. J'espère que la suite est mieux. On a pris qu'un extrait, mais ça pose question. C'est fait. Oui, ça pose question. Mais beaucoup trop de spéculation, pas assez de faits. On parle de la Suède, on revient en France, parce qu'il nous reste quelques minutes avec vous, Sergueï. Je sais que vous avez des obligations après. Donc, pour revenir en France, à l'histoire qui nous amène aujourd'hui, vous nous disiez, donc on a cette image de super espion, de James Bond 007 pour les Britanniques et de super espion du KGB. Aujourd'hui, vous nous disiez que, alors ils existent encore, j'allais dire ces espions ultra professionnels, mais dans le cas dont on vient de parler aujourd'hui avec ces 4 personnes mises en examen, est-ce que pour vous ce serait des espions professionnels ou est-ce qu'on est plutôt dans ce que vous disiez, c'est-à-dire les recrutements, je veux dire un peu plus des recrutements un peu plus amateurs ou des gens qui peut-être sont de bonne foi mais se rendent pas compte qu'ils travaillent pour les Russes. Est-ce que ça, on est dans la nouvelle stratégie? Et après, on va justement parler justement de ces fameuses mains rouges. Pour moi, c'est la réponse, c'est le mot hybride. On ne sait pas exactement, mais à mon avis, la fille, elle a un profil un peu plus inquiétant que les autres, parce qu'en fait, c'est elle qui dirige l'association, c'est elle qui l'a déposée, c'est elle qui l'a enregistrée, c'est elle qui l'a dirigée. D'ailleurs, on l'a déposée le 22 septembre 2022, ça veut dire le lendemain de la mobilisation partielle de Poutine et une semaine avant la prise des 4 régions dans la constitution russe. Donc elle a un profil plutôt jeune, elle est belle, elle s'est mariée à un Français, donc moi je dirais... Il pourrait y avoir une formation derrière. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait une formation derrière et que c'est elle, en fait, l'officier traitant de ce truc-là. Tout le reste, c'est les amateurs. Et en fait, pour nos spectateurs, ce que je voudrais leur dire, écoutez, en fait, le service russe n'hésite pas à parasiter sur les bons sentiments parce qu'ils annoncent les buts humanitaires, les trucs qu'ils vont envoyer aux pauvres enfants, aux pauvres familles. Et ça existe, il y a les pauvres enfants et les pauvres familles au Donbass, y compris dans les parties occupées. Mais donc en fait, ils recueillent un peu les gens qui sont un peu naïfs. Vous savez, dans les années 30, sur le Comintern, on a inventé un truc qui s'appelait les idiots utiles. Et donc c'est les gens qui sont un peu naïfs et sont chaleureux. Et donc en fait, ils rentrent dans le nid d'espions sans se méfier et ils sont manipulés, ils sont utilisés. Est-ce que Cyril et puis Clément, alors vous savez quoi, on va tout de suite parler du sujet justement sur les mains rouges. Comme ça nous permettra de rebondir. Les mains rouges, c'était donc ce qui s'est passé. C'était en octobre 2025 qu'il y a eu le procès de cet exemple d'ingérence. On regarde le reportage de Saada Souban qui nous rappelle les faits et puis vous nous donnez votre avis derrière. Mai 2024, un homme peint des mains rouges sur le mémorial. Un complice filme la scène. Ses mains
sont un symbole. Considérées comme antisémites, elles font référence à l'assassinat de 2 militaires israéliens en l'an 2000. Recrutées pour 1 000 €, ce mise en cause nie toute intention antisémite. Je ne mérite pas 5 ans de prison, parce que j'étais ivre et que j'ai peint quelques murs. C'est même ici, en rentrant en Bulgarie, que j'ai découvert ce que j'avais peint. Et sur quel bâtiment. Alors pourquoi ces 4 Bulgares sont-ils passés à l'acte? Nous avons pu consulter une note des autorités françaises. Elles soupçonnent la Russie. On a observé une instrumentalisation par des acteurs liés à la Russie de l'affaire des tags des mains rouges, pour mettre en avant une prétendue inaction de l'État face à une hausse de l'antisémitisme. Alors, on voulait revenir sur la question française. Là, ça a été l'ingérence. Là, on est moins dans le James Bond ou le super agent du KGB. On est dans ce qu'on disait, c'est-à-dire des personnes recrutées. Alors, parfois de bonne foi. Là, c'est pas de bonne foi, mais en tout cas, c'est pas, j'allais dire, c'est pas du très haut profil, ça. C'est pas du très haut profil, mais en même temps, c'est caractéristique des modes opératoires russes. Ce procès, il était très intéressant pour plusieurs raisons. Une de ces raisons était qu'il y a une loi qui a été votée en juillet 2024 pour les affaires d'ingérence étrangère, mais cette loi a été votée de manière postérieure aux actes des Mains Rouges. Donc ils n'étaient pas jugés pour l'ingérence étrangère, ils étaient jugés pour association de malfaiteurs. Et de ce point de vue, ça a été intéressant parce que ça a permis aussi de montrer comment était structuré le réseau. Et là, on en revient dans la structure du réseau des Mains Rouges à quelque chose de très traditionnel en réalité dans le mode opératoire russe. C'est d'abord un officier traitant russe qui recrute dans l'espace post-soviétique, en l'occurrence bulgare, et puis un bulgare qui, lui, utilise son réseau de proximité pour recruter d'autres opérationnels qui, eux, vont mener les opérations, les petites mains, et qui n'ont pas forcément, ça c'était aussi la stratégie de défense des prévenus, les éléments de contexte de ce qu'ils font en réalité, mais on se rend compte qu'il y a une proximité idéologique. L'ensemble des prévenus avaient des tatouages nazis et avaient un passé idéologique conservateur en Bulgarie et donc du proche aussi de la Russie. L'agent principal, Ivanov, avait lui-même séjourné en Russie pendant un certain temps. Et le mode opératoire était relativement classique. Mais il se rajoutait à quelque chose de très intéressant, c'était que si ce mode opératoire était classique, il se faisait avec des individus qui étaient très mal formés, qui avaient été rapidement utilisés pour aller mener ces opérations. Certains d'entre eux ont par ailleurs aussi été mobilisés pour aller mener d'autres opérations après celle des Mains Rouges en Allemagne ou en Suisse. Et l'ensemble de ces opérations sont ensuite relayées rapidement sur les réseaux sociaux par un ensemble de dispositifs d'amplification à la main de services ou d'entrepreneurs d'influence russes, qui en fait très rapidement font monter la polémique, repris par les médias français naturellement, sur tout un ensemble de thématiques comme l'antisémitisme, et permettent très rapidement d'enflammer le débat public, de susciter la division entre Français, susciter le débat, et donc on a à la fois des modes opératoires très amateurs, qui restent néanmoins structurés avec des réseaux assez classiques en matière d'espionnage et qui utilisent des choses très contemporaines que sont les réseaux sociaux pour mener des manœuvres de subversion à travers des débats enflammés. Et ça, les réseaux sociaux, la caisse de résonance dont vous parliez, c'est beaucoup plus important que, j'allais dire, presque la discrétion, parce que là, la preuve, les auteurs ont été arrêtés, enfin retrouvés très vite et arrêtés. Mais à la limite, c'est pas ça l'important. En fait, il s'agissait de faire... si vous regardez attentivement, quand l'affaire des Mains Rouges démarre, quand on se rend compte, tout de suite, tout le monde embraye sur l'acte antisémite. Je rappelle que peu auparavant, vous aviez eu donc l'attaque du Hamas contre Gaza. Vous avez eu ensuite Israël qui a commencé son opération militaire avec aussi des morts également. Des actes antisémites qui se sont enflammés. Donc là, ils mettaient un peu de l'huile sur le feu. C'est le mode opératoire qu'ils ont utilisé. Et c'était d'ailleurs assez amusant, puisque lors du procès, l'une des défenses qu'ils avaient mis en avant, c'était nous ne sommes pas antisémites, ce n'est pas antisémite, c'est en soutien à Gaza. Oui, sauf que j'ai eu à faire des recherches pour Mediapart sur les profils Facebook et contactiers de M. Nikolai Ivanov, donc un peu l'un des chefs de file, et il avait fait un post sur son Facebook peut-être une semaine ou deux après l'attaque du 7 octobre contre l'Israël, où il disait nous en apprenons qu'il y a plus de morts dans le conflit israélo-palestinien que dans le conflit Russie-Ukraine, mais regardez, les médias se préoccupent de qui en premier. Ça sent pas trop le soutien à la Palestine comme il l'affirmait.
Oui, et puis pour compléter sur ce point-là, c'est vrai que ce sont des modes opératoires, mais ce sont aussi des moyens qu'il faut comprendre comme complémentaires. C'est-à-dire que ces moyens de subversion qui ont vocation à enflammer le débat public vont avec de la propagande. Là, il était question pour les personnes interpellées de stickers ou d'autocollants. La Russie n'est pas votre ennemi. Mais ensuite, on apprend que si ces stickers ou ces affiches ne sont pas grand-chose, en réalité, ensuite, ces gens-là essayent aussi de pénétrer des structures, notamment politiques, en prenant des selfies avec des personnes d'influence. Et puis, elles sont elles-mêmes, on s'en rend compte, aussi en lien avec des associations qui sont en fait des structures de couverture pour, elles, collecter du renseignement. Là, il est question pour ces individus d'avoir tenté de pénétrer notamment des structures économiques sur des entreprises françaises. Donc, en fait, tous ces éléments dessinent un schéma beaucoup plus large, puisque donc là, on a pris l'exemple des mains rouges, mais il y a eu effectivement les étoiles de David, il y a eu les têtes de cochon, tout ça, on en a parlé plein de fois sur ce plateau, c'est l'ingérence, tout ça fait partie de la guerre, de la nouvelle guerre hybride. Et est-ce que l'opinion française en a bien conscience? Est-ce que la France, y compris nos élites, nos dirigeants, nos élites militaires, économiques, ils sont bien préparés? Est-ce qu'on n'est toujours pas dans une forme de naïveté? La naïveté, je ne trouve pas. Au contraire, ce n'est pas l'impression que j'ai. Je n'ai pas du tout l'impression de naïveté. Surtout que très vite, les modes opératoires sont connus. Donc tout de suite, vous les voyez venir. Quand vous avez eu l'affaire des têtes de cochon, tout de suite, l'une des suspicions était, bon, est-ce que c'est pas encore un coup des Russes? Donc non. Par contre, sur les Russes, ce qu'il faut aussi noter, puisque vous parliez de guerre informationnelle, eux ont une vision très large. C'est-à-dire que pour eux, le politique, le militaire, l'économique ne sont pas séparés. Au contraire, c'est un ensemble et c'est assez frappant quand vous regardez par exemple les concepts de sécurité nationale de la Russie de 2009, 2015, 2021. Pour eux, c'est un tout. Vous allez un peu appuyer sur les touches, un peu comme un piano. Donc un coup le diplomatique, un coup le militaire, un coup l'économique, etc. Et le renseignement, bien entendu. Et c'est tout à fait juste. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui dans le plan de négociation de paix en Ukraine, où d'un côté, il y a la stratégie en fait, qui est menée sur le front militaire en Ukraine, mais qui est concomitante avec une stratégie diplomatique qui, d'un côté, propose des négociations, tente des nouvelles entrées dans le G8, profite de Donald Trump et des réseaux un peu singuliers sur lesquels il construit sa politique étrangère et son rapport avec la Russie pour essayer d'avancer des positions. Et puis, tout d'un coup, ensuite, ces positions se retrouvent retournées avec le refus de rencontrer Zelensky. Et donc, en fait, cet élément diplomatique fonctionne de manière concomitante avec des opérations de renseignement menées à l'étranger dans un but d'affaiblir ce qui est considéré comme les adversaires de la Russie qui soutiennent l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe en Ukraine dépasse l'Ukraine, est un enjeu de sécurité européenne et est un enjeu de sécurité pour nous aussi. C'est que si nous ne souhaitons pas, nous, considérer que nous sommes en conflictualité avec la Russie, il faut néanmoins se mettre dans la tête des décideurs aujourd'hui au Kremlin qui voient de leur point de vue l'espace européen à travers l'Ukraine comme un moyen de redessiner l'architecture de sécurité européenne. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Et je pense que services de renseignement et appareils de défense ont conscience aujourd'hui de la montée de la menace. Alors la notion d'hybridité est très débattue. Moi, je préfère utiliser la notion de guerre sous le seuil ou de conflictualité sous le seuil. Avant les chars, il y a tout un ensemble de choses qu'il est possible de faire, en particulier dans l'histoire des services de renseignement russes. Et donc, ces moyens sont mobilisés et ils continueront d'être mobilisés dans les années à venir. La question est de savoir si effectivement l'opinion publique française est sensibilisée à cette question et perçoit la nature de l'adversaire et surtout la manière dont cet adversaire nous perçoit nous et ce qu'il a l'intention de faire indépendamment de nous, la manière dont on se perçoit nous vis-à-vis de lui. Je voulais vous remontrer une archive de l'INA qu'on a retrouvée de 1983. Vous allez voir ça. Un petit parfum, là, pour le coup, clairement, de guerre froide. Mais parce qu'après, j'aimerais que vous nous disiez ce qui a changé peut-être depuis cette époque-là. Renseignement militaire, économique, ça c'est connu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouveaux types d'espionnage? On regarde d'abord, c'était un sujet de Patrick Esters pour France 2 en avril 1983. Regardez. Les expulsions. Le Mirage 2000 au Salon du Bourget, il y a 2 ans. Lorsque les Soviétiques vont quitter le stand où cet avion était exposé, ils vont être fouillés. Dans leur poche, on va trouver des pièces volées dans le cockpit de l'avion. Je suis collectionneur et je l'ai trouvé joli, dira le principal incriminé. En fait, c'est bien d'espionnage qu'il s'agit. Si le premier secteur touché est celui de l'armement, il n'est pas le seul. Dans cet atelier à Toulouse, où l'on assemble aujourd'hui les Airbus, l'aérospatiale construisait dans les années 60 le fameux Concorde.
Un jour de visite, les services de sécurité remarquent que certains agents soviétiques dédaignent la visite du cockpit et préfèrent traîner dans un coin de l'atelier où se trouvent les meules qui servent à abraser les pièces composées de cet alliage particulier qu'utilise la carlingue de Concorde. Toujours à la sortie, on arrête ces agents soviétiques. Sous leurs semelles crêpes sont collées des limailles d'alliage. Ce n'est pas un hasard. À l'époque, les soviétiques finissent la mise au point de leur Tupolev 144, le frère jumeau de Concorde. Le hasard fait bien les choses. Voilà, l'espionnage dans l'aéronautique, militaire et aussi aéronautique civile, donc dans l'industriel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la guerre informationnelle, les réseaux sociaux, les bots, tous ceux qui alimentent cette caisse de résonance dont vous parliez. Est-ce qu'il y a des domaines d'espionnage, de déstabilisation auxquels on ne pense pas, auxquels on est peut-être, pour le coup, peut-être trop naïf, en dehors de RDK là qu'on vient de voir, classique, militaire, armement, etc. Je note très simplement que les services de renseignement s'adaptent toujours aux nouvelles technologies. Donc Internet est apparu, donc c'est un excellent moyen pour obtenir de l'information, c'est aussi un excellent moyen pour désinformer. Les Russes ne sont pas les seuls à le faire, hein. Les Américains, les Anglais ne sont pas les derniers. Je pense à un site d'opposition, russe d'opposition, qui me paraît, disons, servir de moyen pour faire fuiter de l'information. C'est probablement les Anglais qui l'utilisent. Ensuite, ils s'adaptent, tout simplement. Clément, est-ce qu'il y a des domaines auxquels on ne pense pas ? La médecine, peut-être, le médical. J'ai remarqué qu'on n'en parle pas beaucoup, mais au sein même du renseignement scientifique et technique du KGB, vous aviez une branche renseignement médical. Je pense que je sais que ça a continué à intéresser les Russes. Mais même le civil, hein. En fait, c'est l'ensemble des domaines, qu'ils soient technologiques, médicaux, de savoir-faire du secteur tertiaire, qui sont susceptibles d'être davantage développés à l'extérieur et qui, par conséquent, intéressent les services de renseignement pour collecter de l'information sur des développements techniques, des développements technologiques, des brevets. Donc, il est possible de penser à tout un ensemble d'entreprises, de petites PME ou de grandes entreprises qui en fait travaillent sur des secteurs de niche, quel que soit le secteur, qui sont susceptibles de faire l'objet d'un intérêt de la part de services de renseignement étrangers, en raison précisément de cette technologie, de cette capacité. Donc ça peut vraiment être dans tout un ensemble de secteurs. Parce que justement, ma question c'était ça, c'était est-ce que, j'allais dire peut-être des patrons de PME qui nous écoutent, et certains le disent, hein, qui sont déjà bien formés, bien conscients de cela, mais est-ce que on peut se dire, les James Bond, le KGB, ça va aller espionner chez Dassault, chez Airbus, moi je suis qu'un petit sous-traitant, c'est pas dans ma cour, alors que peut-être si. Peut-être si. Et en même temps, on peut tout à fait comprendre le raisonnement qui consiste à dire, mais précisément, moi je travaille, je n'ai rien à voir avec ces enjeux d'espionnage, je n'ai rien à voir avec des enjeux de défense ou avec des enjeux... Et tout ça peut paraître comme un raisonnement un peu paranoïaque. Mais la vérité, c'est que si on se place encore une fois du point de vue des adversaires, ce sont potentiellement des technologies, ce sont potentiellement des sous-traitances, des sous-capacités qui permettent de développer plus généralement une capacité structurante dont, précisément, comme dans le reportage, permettent d'avoir une compréhension plus fine des développements techniques ou technologiques, et donc effectivement, beaucoup de secteurs sont susceptibles d'être concernés. Dernière question dans la minute qui nous reste. On parle là de la menace du renseignement, de l'espionnage russe. On parle du contre-espionnage français, britannique, allemand, suédois. Est-ce que l'Europe essaye de s'organiser ? Alors, il y a évidemment des partages de renseignements entre alliés, mais est-ce que l'Europe, on parle tout le temps de l'Europe de la défense, est-ce qu'il y aurait une Europe du renseignement, quelque chose qui se construirait ? On ne va pas construire un contre-espionnage européen. Ça me paraît bureaucratique et complètement absurde, mais vous avez des échanges qui existent entre services. Alors, les échanges, généralement, ça fonctionne mieux en bilatéral. Si jamais c'est une affaire qui concerne les Britanniques et les Français et les Allemands, pourquoi voulez-vous mettre dedans, les Polonais et les Lituaniens en même temps ? Vous avez des échanges, vous avez par exemple le club de Trévis, je crois que c'est contre-espionnage, où vous avez des réunions. Dans l'Union européenne, il doit y avoir aussi un peu de coordination, mais il ne faut pas non plus trop chercher à centraliser, c'est juste construire une énième structure bureaucratique. Vous avez l'ancien Premier ministre finlandais qui a proposé à Ursula von der Leyen, il y a 1 an et demi, un rapport qui vise justement à fédérer davantage au niveau de l'Union européenne des organismes de coopération de renseignement. Et là, au cours de ces dernières semaines, Ursula von der Leyen a pris un certain nombre de décisions publiques pour essayer de pousser justement à davantage de renseignements au niveau de l'Union européenne. Bon, mais de manière assez naturelle, ça suscite une levée de bouclier de la part des États membres. D'abord parce que les enjeux de défense et de sécurité nationale sont du ressort des États membres et pas de la Commission européenne. Et puis parce qu'en matière de renseignement, on parle de sources de nature secrète avec des accès spécifiques. Alors on est dans le secret des secrets. Et on s'espionne aussi parfois entre Français et Allemands et Britanniques et Suédois. Ça peut arriver.
Mais ce que ça signifie, c'est que, bien sûr, en raison justement des intérêts qui peuvent être partagés sur du contre-terrorisme, sur du renseignement politique, sur du contre-espionnage, il peut y avoir des sources humaines qui peuvent être partagées, ou il peut y avoir des accès techniques vis-à-vis de certains individus qui peuvent être partagés de manière bilatérale ou dans certains cercles multilatéraux. Et c'est ce type de coopération qui, dans le cas aujourd'hui de la guerre en Ukraine, semble se développer entre services européens, à la fois de manière bilatérale et multilatérale, mais avec bien entendu des enjeux de sécurité et puis la difficulté de dépasser ces formats bilatéraux en raison même de la sensibilité des sources qui sont partagées. Eh bien, merci à tous les trois. On arrive à la fin de cette page, on en reparlera. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 22h, on vous retrouve Cécile Bartoli pour le journal.